Donc, messieurs, dames, nous allons essayer de reprendre. Je vais essayer de parler fort pour que les gens encore à l'extérieur de la salle nous rejoignent tranquillement. Voilà, ça arrive. Allez-y. Et que nous puissions parler, ça y est, à cette deuxième table ronde dont le thème est le suivant. Il va arriver puisqu'il s'affiche en même temps que nous faisons le programme. Pour continuer à fonctionner tel que nous l'avons fait avant, parce que ça a plutôt bien marché, on part pour cette table ronde sur le même principe que ce qu'on a fait dans la première table ronde, donc toujours avec WhoopClap, toujours les questions que vous allez voir apparaître, et avec Emma, on va essayer de les poser au fur et à mesure, en fonction des interventions. Là, donc, le thème de cette table ronde est quel impact de la pérédance en santé mentale sur les personnes accompagnées. Donc, on a vraiment demandé aux personnes de répondre à cette question-là, d'avoir un fil conducteur autour de ça, et nous allons commencer par Fabien et Guillaume. Fabien va expliciter de son point de vue à lui en tant que personne concernée, et ensuite en tant que membre du Clubhouse. Et puis Guillaume va compléter aussi ce regard-là, et puis nous demanderons après à Adrien, donc Adrien Seguela, comme ça je ne me suis pas trompé sur son nom de famille, euh, Adrien qui est quoi, chercheur, on peut le dire comme ça, presque. Donc à qui on a demandé d'aller chercher les données dans la littérature et qui pourra nous donner des réponses sur ça. Juliette, qui est médiatrice santé-père. Erwan, qui est responsable du pôle vulnérabilité à l'ARS et qui a un tout petit peu travaillé sur ces thématiques-là, puisqu'il a eu juste une thèse en anthropologie là-dessus. Et Nadège, qu'on remercie beaucoup, parce que Nadège, on la connaît aussi dans le cadre du projet Démocratie en santé mentale dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Et elle va être représentante de l'UNAFAM et parler aussi du point de vue des familles dans cette table ronde. Donc je vais commencer par laisser la parole à Fabien. Et ensuite, au rythme des questions que nous aurons, nous animerons la table ronde comme tout à l'heure. Fabien. Merci Julien. Merci à tout le monde. Merci de nous inviter aujourd'hui, Guillaume et moi, au nom du Clubhouse, dont on parlera un peu plus tard. Je vais juste essayer de me présenter rapido. Donc, j'ai 59 ans, j'ai 2 filles. J'ai éclaté en vol quand j'étais en 5e, quand j'ai appris le décès de ma maman. C'est mieux là? Voilà. Et après, ça a duré jusqu'au bac. Et après, je suis parti avant le bac. J'ai explosé en vol parce que j'ai perdu ma maman. Et après, j'ai perdu mon frère. Après, j'ai perdu mon père. Et j'ai décidé donc de faire du père à père grâce à mon père. Hum, euh, je suis de nature créative. Et en ce sens, j'ai beaucoup de sensibilité. Donc, je suis reconnu comme hypersensible, bipolaire de type 2. Et pour le reste, je ne le dirais pas, mais oui, pourquoi pas. Je suis hypertimique en termes de personnalité. C'est comme ça qu'on dit, Antoinette? Ouais. Et donc, j'ai découvert la pérédance beaucoup plus tard, dans les années 2020. J'étais à Charles Perrin et j'ai découvert une dame qui faisait ce métier à Charles Perrin. Et elle m'a beaucoup apporté. C'est là où j'ai compris que je pouvais accepter ce que j'avais vécu, de manière à pouvoir rebondir et avoir une autre estime de moi-même, de prendre en compte mes faiblesses et mes défauts. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle s'appelle Emmanuelle Douriez. Elle gère l'association Psy Hope. Et grâce à elle, j'ai fait du théâtre. Et c'est en faisant du théâtre que j'ai repris confiance et que j'ai coupé le lien de la solitude. Bon, après, évidemment, grâce au Clubhouse aussi, mais ça, c'est Guillaume qui le dira. Et donc, je suis parti à Paris, je reviens, j'ai un schéma de pensée en arborescence. Et quand j'étais à Dax, après avoir passé quelques années à Bayonne, je me suis toujours dit à 18 ans que j'allais faire des événements dans la création contemporaine. Et c'est ce que j'ai fait, donc sans peur, avec beaucoup de créativité. J'ai monté mon agence et avant, je travaillais en mécénat d'entreprise avec des personnes plutôt cool, notamment le fondateur de Radio Nova.
et Edgar Morin. Et après, j'ai créé donc une plateforme d'aide à la création. Et c'est en ce sens où aider les autres, déjà les artistes, qui étaient quand même les grands oubliés, et ils le sont toujours, d'ailleurs, quand il y a une crise. Et ben, je travaillais avec eux, je pouvais faire des festivals de musique ou des lancements de produits, des expositions, des, quoi d'autre encore, des défilés de mode à Mexico, Milan, Paris. Et je me suis vraiment éclaté, vraiment éclaté. Et en ce sens, c'est très important ce que je dis parce que si je suis une machine à idées et Philippe, qui dirige le Clubhouse, il le sait aussi, mais d'autres personnes à côté de moi aussi. Mais ce qui est important, c'est que ces idées deviennent concrètes. Et ce que tu apportes va apporter non pas à ta personnalité, mais au collectif que tu représentes. Et j'ai adoré travailler en 2 ou 3 séances dans les Zooms qu'on a fait avec l'équipe d'Antoinette, mince, j'ai oublié son nom. Julien, pardon, Sarah et Mister Nushi. Voilà. Et on était assez nombreux. Je me suis dit que bah, pour aujourd'hui, déjà, il y avait pas mal d'interactivité. Ils m'ont demandé si j'avais des idées. Évidemment, je n'en ai pas, donc je les garde pour la fois prochaine. Et c'est vrai que la créativité ou l'art accélère mon processus de guérison. Et quand j'étais avec Emmanuel, quand on faisait du théâtre, j'avais jamais fait de théâtre. Et c'est comme si je m'élevais sur une pièce et j'avais pas peur. Avant, j'aurais pu avoir peur. Ou quand, un autre exemple, je sais pas quoi. Enfin, j'ai jamais peur en fait, sauf là. Mais c'est pas très grave. Et donc, qu'est-ce qu'elle m'a apporté, Emmanuel Douriez et l'équipe du professeur, de la professeure Tournier? Eh ben, j'ai fait de l'ETP, c'est ça éducation thérapeutique du patient. Parce que je sais que tout à l'heure, vous avez vachement utilisé les acronymes et je suis un peu en guerre contre les acronymes, surtout quand je ne les comprends pas. OK. Vous aussi? OK. Et par exemple, quand mes amis me disent, tu vois toujours ce que les autres ne voient pas, ben là, j'ai dit à Sophie tout à l'heure, tu as un dress code, il est Bordeaux, et j'ai compté le nombre de personnes qui étaient habillées en Bordeaux, notamment les chaises. Donc, voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien voir. Et donc, qu'est-ce qu'elle m'a apporté aussi? Elle m'a beaucoup apporté sur la déstigmatisation. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur la confiance en moi, sur comment rompre le lien social, puisque j'étais souvent enfermé chez moi, alors que j'ai 2 filles adorables de 19 ans et 22 ans. Et je déteste me voir en crise ou en épisode hypomaniaque quand je ne peux pas les voir, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle m'a apporté de plus? C'est Manuel et aussi l'équipe du SUAB de Bordeaux. Euh, Confiance. Et comment elle s'appelle? Ah, voilà. On avait parlé du désir et aussi comment tu avais dit lors du Zoom? Je- Espoir, espoir. Et l'espoir, ici comme ailleurs, je le reçois, notamment quand je suis avec mes chers membres du Clubhouse, parce qu'on arrive à produire des choses entre nous qui, au fur et à mesure, font évoluer le vivre ensemble et le faire ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'on transmet un peu à Guillaume aussi? Comme ça, on prend le temps de continuer. Ouais. Non, c'est extrêmement intéressant. Merci Fabien. L'idée était de partir du témoignage de Fabien pour aussi avoir l'impact pour lui que la paire aidance a fait sur lui, et il en a plutôt bien parlé. Et puis aussi de parler en tant que membre du Clubhouse, comment quand vous recevez des personnes au Clubhouse, vous pouvez aussi mobiliser la paire aidance dans d'autres circonstances. Donc, Eh ben, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Du coup, ben, moi, c'est Guillaume. Donc, je suis membre du Clubhouse depuis 2 ans et demi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Clubhouse, en fait, c'est une association qui accompagne des personnes concernées par des troubles psychiques vers l'insertion sociale et professionnelle, en fait. Et ça se fait, en fait, ben, par de la mise en action en participant à tout ce qui fait la vie de l'association, l'administratif, la restauration, la communication, l'entretien, travailler sur des projets ensemble. Voilà, voilà le principe du Clubhouse.
Du coup, puisque le sujet de la table ronde, c'est l'impact de la pérédance en santé mentale sur les personnes accompagnées. En fait, l'impact sur les pairs, en fait, il n'y a même pas besoin de faire grand-chose au Clubhouse pour se rendre compte. Déjà, rien que de franchir la porte, il y a quelque chose qui se passe, en fait. On arrive en général, la plupart du temps, on est déjà bien abîmé, enfin, on est bien abîmé quand on franchit la porte, et on se retrouve au milieu de personnes, en fait, bah, dont on sait qu'ils ont des problèmes psychiques comme nous, et puis dont on se rend compte, en fait, bah, qu'ils vivent bien, ou de manière satisfaisante en tout cas. Et rien que ça, du coup, rien que ce truc-là, ça rallume une petite flamme, ça rallume quelque chose, en fait. Et c'est cet espoir-là qui commence à renaître à ce moment-là, sans avoir rien fait de particulier. Voilà. Ensuite, ben, on se met en action au Clubhouse. En fait, on est une communauté en fait, où on fait tout ensemble. On est dans le collectif, dans l'entraide. Et du coup, on arrive tous avec des parcours différents. On s'entraide les uns aux autres avec nos qualités et nos compétences. Par exemple, ben, un jour, je vais aider des membres sur l'administratif à s'approprier les tâches administratives. Et le lendemain, je vais aller en restauration, donner un petit coup de main sur la préparation du repas. Et comme je ne sais pas faire grand-chose d'autre que couper les oignons, ben, c'est les autres qui vont m'aider à faire à manger. Donc maintenant, grâce à Gaël, je sais aussi couper les poireaux. Voilà. Donc, donc voilà, donc toute cette entraide-là, ça aide aussi à reprendre confiance en soi et aller vers le chemin du rétablissement, quoi. Voilà. Tiens, je vais vous donner un je parlais d'espoir aussi. En fait, le fait d'être ensemble, de voir les réussites des autres, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment qui est moteur. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai retravaillé entre mi-2023, mi-2024. J'ai eu un poste d'assistant comptable pendant un an. J'ai fait un retour d'expérience professionnelle un vendredi après-midi. Et ben, Elvina, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est encore là. Non, je crois qu'elle est partie. Ouais. On a fait un aussi qui pourrait dire la même chose que moi. Il y a des membres qui sont venus me voir après, qui m'ont dit, bah, là, franchement, moi, je n'osais pas y aller. Et maintenant, bah, de voir que toi, bah, ça fait 12 ans que tu n'avais pas travaillé, tu arrives à y aller, bah, je me dis, pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi j'y arriverai pas non plus? Donc voilà, cette partie-là, en fait, voir les réussites des autres, ça nous aide, quoi. Ça nous aide, et puis c'est moteur dans le, c'est ça aussi, cet impact. Voilà. Il y a aussi, en fait, quelque chose qui est très important, en fait, c'est le lien de confiance qu'il y a entre nous. Et là, on est vraiment, on va arriver plus sur des discussions entre membres, sur des problématiques, sur de la pérédance informelle, en fait. Alors, nous, ce n'est pas notre métier. Donc, il faut savoir aussi rester à notre place, connaître nos limites. Mais moi, je me suis surpris à dire des choses intimes à d'autres membres dont j'avais jamais parlé à un psychologue ou à un psychiatre. Et voilà, ce qui est bien dans la pérédance, que ce soit la pérédance professionnelle ou la pérédance informelle comme on le vit là, en fait, c'est que ça peut libérer la parole. Ça peut être le petit plus qui peut libérer la parole, qui peut ensuite aider à débloquer des situations et puis après à se dire, bah, je vais aller vers des professionnels qui vont pouvoir m'aider. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des membres qui viennent me voir, mais pareil, qui me disent, qui me parlent de leurs difficultés, puis comme c'est pas mon métier, comme l'accompagnement individuel, je leur dis, au bout d'un moment, je leur dis, est-ce que tu en as parlé à un psychiatre? Est-ce que tu en as parlé à une assistante sociale? Ben non, mais je vais le faire, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui est pour moi un des grands impacts de la pérédance, c'est ça aussi. C'est ce lien de confiance qui permet d'oser exprimer les choses à l'autre, et ensuite ça peut aider voilà, à, à avancer, et puis voilà. Voilà, donc en gros, ce que je voulais expliquer sur le Clubhouse, en quoi cette pérédance entre nous. Donc s'il y avait deux choses, si j'avais deux mots, moi personnellement, ça serait espoir, on l'a dit. Ça serait la confiance aussi, le lien de confiance entre nous. Et aussi, quand on parle entre nous aussi, on part de notre vécu. Donc il y a aussi le savoir expérientiel, mais toujours avec la vigilance, comme je le disais, c'est qu'on n'est pas des professionnels. Donc voilà, c'est savoir rester à notre place. Voilà. Voilà pour ma partie. Merci. Merci à vous deux. Il y a déjà plein de réactions et plein de questions. Peut-être on voulait te proposer, Juliette, si tu voulais compléter, toi, de ton point de vue aussi de médiatrice santé père. Tu as une expérience en plus Oui, importante merci. là-dessus. Donc, je m'appelle Juliette Vaillant, je suis médiatrice de santé père. J'ai fait la licence du CCOMS en 2018. Et moi, j'ai commencé par travailler dans un hôpital psychiatrique pendant 6 ans, dans lequel je n'ai pas reçu de soins et c'était un choix de ma part de ne pas retourner dans un endroit où j'avais reçu des soins.
Et c'était déjà suffisamment difficile comme ça pour mon intégration. Donc moi, les retours que je voulais vous faire, c'est un peu les retours des usagers que j'ai pu accompagner dans leur parcours. Je vous rejoins un peu sur la question de l'espoir. Donc il y a la question de l'espoir du rétablissement. Et puis au fil des années, c'est dessiné aussi la question de l'espoir de transformer cette maladie potentiellement en compétence. Donc il y a plusieurs personnes que j'ai suivies qui sont devenues à leur tour médiateurs santé-pair. Et c'est assez gratifiant aussi de se dire que au-delà de l'espoir du rétablissement, on peut aussi insuffler l'espoir de transformer ces expériences en savoir expérientiel et de transmettre à son tour à d'autres personnes. Ce que j'ai noté aussi dans les apports du médiateur santé-pair, c'est des choses toutes simples. Parfois, c'est juste de croire les personnes sur parole. J'ai beaucoup d'usagers qui m'ont proposé de m'apporter des preuves de ce qu'elles m'avançaient et j'ai toujours refusé. J'étais très étonnée que par ailleurs on puisse leur demander ça. Euh, Évidemment, la question de l'estime de soi, la question des confidences, elle vient souvent se greffer sur notre travail. On s'imagine que le médiateur santé-pair a déjà vécu des moments difficiles et donc on se sent de lui confier quelque chose en se disant qu'on ne sera pas jugé par cette personne. Il y a aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur les droits des personnes, leur apprendre qu'elles avaient des droits, leur apprendre qu'elles pouvaient les revendiquer, leur apprendre qu'il y avait des instances qui garantissaient leurs droits. Donc tout ça, ça a été important. On a parlé aussi ce matin du fait de naviguer dans le système de soins. Et donc ça, c'est une compétence qu'on a développée au fur et à mesure de notre parcours et qui est précieuse pour les personnes. Mon objectif, c'est toujours que les personnes perdent moins de temps que moi sur leur parcours. Euh, et puis, après, pour une équipe aussi, c'est un autre regard. Donc, je pense que l'impact, il peut être évidemment très important si on est dans une équipe assez propice et qui nous permet de mettre en œuvre tout ce qu'on peut proposer. Il y a un impact aussi inverse sur les pairs aidants. Le fait de pratiquer la paire aidant, c'est aussi un impact potentiel sur notre propre rétablissement, positif ou négatif, et on ne sait pas vraiment à l'avance ce que ça peut donner, mais en tout cas, ça peut aussi jouer sur notre parcours, rien que sur le fait de trouver du sens dans notre travail. Ça, c'est très important pour nous. Et, euh, et voilà, il y aurait plein de choses à rapporter sur l'impact de la pérédance. En tout cas, c'est jamais neutre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup pour tous ces retours du coup d'expérience que vous avez partagé avec nous. Alors, on a déjà plein de questions sur le WooClap. J'en ai une notamment concernant en fait l'espoir. Vous avez beaucoup parlé d'espoir, hein, tous les trois. Donc, une question, c'est quelles limites voyez-vous à l'espoir ressenti par les personnes accompagnées, notamment, entre parenthèses, donc éviter les trop fortes désillusions. Est-ce que vous avez un petit retour là-dessus? Oui, eh bien, en fait, la limite, c'est l'écart entre le niveau de rétablissement de la personne qu'on accompagne et le nôtre. Et comment on comble ça? C'est en rendant visible des récits de personnes qui sont peut-être moins rétablies que nous, moins avancées dans notre parcours. Je viens de rédiger la préface d'un livre d'une personne concernée qui m'a soumis son ouvrage en me disant est-ce que j'ai le droit d'écrire alors que je ne suis pas encore bien rétablie? Et je lui ai dit oui, au contraire, on a besoin de ça pour montrer que tout n'est pas parfait dans nos parcours et qu'il y a des parcours encore en construction qui sont ô combien précieux pour montrer que tous les niveaux de rétablissement sont possibles et que
c'est un petit peu, si ça vous intéresse, c'est très documenté par le mouvement Recovery in the Bin, que vous trouverez assez facilement sur Internet, qui dénonce un peu comme ça le fait qu'on rende visible des parcours de rétablissement très lisses, qui semblent être très faciles et qui, du coup, peuvent décourager la personne accompagnée qui se sent un peu loin du niveau de rétablissement de la personne qui l'accompagne. Juste rajouter un mot, du coup, par rapport au mot désillusion. En fait, le rétablissement, c'est pas un processus linéaire, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment bah, où ça descend, où ça aille moins bien, où on reparte ensuite. Voilà, donc c'est aussi faire comprendre à la personne accompagnée que ben, c'est pas parce qu'à un moment donné ou à un moment elle a l'impression que qu'elle va pas y arriver, qu'elle va pas au bout du compte finalement arriver à vivre bien, quoi. Voilà, je pense que ça c'est important aussi. Ouais. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Non. Alors, on a une deuxième question sur notamment est-ce que le fait de se dire père, donc à quelqu'un qui n'accepte pas son trouble, est une richesse ou un danger pour la personne accompagnée, à votre avis? Pour vous trois, peu n'importe laquelle. Danger, c'est un mot fort. En fait, être père, ça ne veut pas dire qu'on est 100% comme la personne qu'on accompagne. La base, c'est une souffrance commune, peut-être une errance avant de recevoir un diagnostic, le fait de devoir peut-être prendre un traitement médicamenteux, etc. Et en général, on n'a pas besoin d'être 100% comme la personne qu'on accompagne pour que ça fonctionne. Maintenant, de toute façon, l'accompagnement par les pairs, il se fait sur la base du volontariat. Donc, la personne qui se dit, bah, moi, j'ai reçu un diagnostic et je suis contre et je pense que je ne suis pas malade et que je n'ai pas besoin d'accompagnement, on ne l'accompagnera pas. Sachant que c'est des choses qui peuvent évoluer avec le temps. Ouais, je pense que danger, on n'en est pas là. En tout cas, à partir du moment où on a une pratique dans une institution dans laquelle on a des collègues et dans laquelle on a un cadre de travail, je, je pense que je ne m'avance pas trop en disant qu'il y a peu de risques qu'il y ait une mise en danger. Après, c'est jamais anodin de partager son parcours, que ça résonne chez l'autre, etc. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter? Non? Merci. Ce sera- Alors, hop, je vais arriver. Est-ce que toi, de ton positionnement plutôt de famille ou du retour qu'il peut y avoir par exemple avec une femme, une chose comme ça, est-ce que vous avez des retours sur justement l'impact de la pérédance aussi auprès des familles? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous remonte, des questions qui se posent? Voilà, Ouais. oui, à ce Ouais. niveau-là, oui. Alors, les retours que nous avons de nos proches, c'est que les médiateurs, hein, pour eux, eh bien, c'est le mot espoir. On en a beaucoup parlé. Hein. Et si vous voulez, le fait de discuter, de pouvoir parler intimement, de pouvoir parler avec des pères qui justement ont vécu la maladie, qui connaissent, pour eux, c'est très important. Et ils peuvent faire part de tous leurs questionnements, justement. Et c'est pour ça qu'on a dit, et c'est moi qui j'avais beaucoup parlé d'espoir, hein, parce que, eh bien, ils voient que l'on peut vivre avec cette maladie, qu'il suffit d'apprendre à la connaître, à l'accepter. La première chose, c'est de l'accepter, de la connaître, et ainsi, ça permet ce qu'ils disent, maîtriser, de façon à ce que ce ne soit pas la maladie qui les maîtrise. Donc, c'est à ce niveau-là que le père aidant est très, très riche. Et c'est pour ça qu'on a une père aidante qui vient à nos cafés rencontres, ma collègue Vénisia. Et cette père aidante est très, très attendue par les proches parce que justement, elle parle de ce qu'elle vit et les parents écoutent et entendent et surtout comprennent. Et c'est pour ça que c'est très, très important pour les familles. Nous, on les appelle nos cadeaux. Quand elle vient, cette jeune femme, on les appelle nos cadeaux. Et elle est très attendue. Et
Et les parents aiment bien justement leur poser des questions parce que, eh bien, ils comprennent, comme ils disent, c'est le miroir de enfin, de leurs proches. Là, on parle plutôt enfin, des enfants, hein. Et donc, ils attendent, elle est attendue, cette personne. Donc, et là, j'ai donc quelques mots, donc je vous les donne. À bâton rompu, comme on m'a dit. Donc, pour les familles et les aider, hein. Donc, être en relation avec un père aidant, c'est l'espoir, c'est l'encouragement, c'est un apport d'informations utiles, c'est une légitimité car on parle avec son miroir. C'est la crédibilité, c'est la compréhension de la maladie qui donne une visibilité, donc on peut aller mieux, c'est possible. Parce que quand souvent nous accueillons un proche, il arrive dans un état de souffrance, de non-compréhension, et du coup, le fait que nous ayons près de nous un père aidant, eh bien, ce proche voit justement, j'en ai parlé tout à l'heure, que la maladie peut s'apprivoiser. S'apprivoiser, moi, c'est un mot qui nous revient, s'apprivoiser. Oui. Donc, en plus, la personne qui est aidante, qui a fait un accueil, elle ressent elle-même la reconnaissance. Donc, vu qu'elle se sent reconnue, elle peut redonner autant. Hein, vous voyez, c'est toujours cet effet miroir. Et quelquefois, quand nous accueillons des personnes et qu'il y a un médiateur, hein, un aidant, eh bien, les parents demandent si après, la personne en situation d'handicap psychique pourra la rencontrer pour expliquer. Donc, pour les familles, le médiateur père est vraiment pris comme une personne ressource. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent parce que justement, il est légitime, parce qu'il vit la chose. S'il y a une question par le WooClap, si c'est possible, et de vous faire aider, comme ça on essaie de la poser, en passant par le WooClap pour la question. Comme ça permet qu'on puisse la poser directement et qu'on continue de faire l'intervention. Oui, c'est pas grave. Ouais. D'accord. C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Non, mais c'est une vraie bonne question. Je ne sais pas comment on peut qualifier ce type de relation-là. Bon, le temps que tout le monde y réponde, ouais. Tu veux essayer de répondre, Juliette? Je ne sais pas si c'est utile de catégoriser la relation qu'il y a entre deux pairs. Est-ce qu'on a besoin vraiment de la définir pour qu'elle soit efficace et pour qu'elle serve la question du rétablissement? Euh, En vrai, à la limite, la personne, elle peut définir avec son père quel type de relation elle souhaite avoir. Et je pense que c'est ça le meilleur moyen. Et en vrai, on est toujours dans une question un peu de cases et de normalisation. On dit depuis ce matin qu'on est un peu à côté de ça, qu'on sort un peu des cadres, etc. Et pour définir le type de relation, c'est pareil. Voilà. Euh, à partir du moment où les deux parties sont d'accord sur le type d'accompagnement, le format, la durée, les objectifs, il n'y a pas besoin qu'on normative cette chose, quoi, cet échange. Et, et puis, on est tous différents. Et du coup, la relation ne sera pas forcément la même d'une personne à l'autre. En fait, il y aura plus de proximité avec certaines personnes, un peu moins avec d'autres. Et du coup, Moi, je pourrais parler qu'au titre de la littérature que je connais, mais effectivement, il y a quand même une question de spécificité de la relation par rapport aux autres relations qu'il peut y avoir avec d'autres accompagnants en santé. Ce n'est pas tellement une mesure d'impact, ça va plus être une mesure de moyens, de mécanismes d'action, en fait. Et il n'y a pas de règle, effectivement. Ça va vraiment être très dépendant, finalement,
tel que c'est décrit dans la littérature. Euh, il y a la question du coup de poser des limites aussi, qui revient et qui n'est pas forcément évidente, justement, parce qu'il n'y a pas une règle claire de quelle doit être la relation entre les pairs exactement. Enfin, pas que ce soit prévu comme ça, mais je ne sais pas. Non, c'est une question qu'il faudra explorer. Peut-être j'aurais aimé pouvoir mobiliser Erwan aussi sur cette question-là de l'impact d'un point de vue aussi institutionnel, des retours qui peuvent exister au niveau institutionnel et par exemple des politiques de l'ARS ou des choses comme ça sur comment les retours qui sont faits de la paire aidance et ce que ça vient apporter, ce que ça vient changer, ce que ça vient transformer aussi. Merci. J'avais peur d'avoir une question un peu difficile de la salle, mais c'est sympa d'avoir. Moi, ce que je constate, c'est quand même le chemin parcouru sur la question de l'implémentation de la paire aidance et notamment de la paire aidance professionnelle dans le champ de la santé mentale depuis 15 ans. Hein, c'est ce qu'a décrit Emmanuel tout à l'heure. Moi, j'avais fait le DIU santé mentale dans la communauté en 2013. Donc, j'avais eu les cours d'Emmanuel il y a 12 ans et on avait rencontré la première promo de père aidant, notamment à Esquirol. Et c'était quand même un pari à cette époque en France d'implémenter. Alors que dans d'autres pays, notamment du fait de la désinstitutionnalisation et de la difficulté d'accès à des services de santé mentale, les pères aidants avaient pris une forme de place qu'il n'y avait pas en France. Et puis, dans l'expérimentation du CCOMS, si je reprends le titre de l'ouvrage que vous aviez écrit, La Bérénice, avec Jean-Luc Roland, c'était quand même une révolution intranquille, cette affaire. Avec notamment dans ce livre l'explication que d'un point de vue Cali, ça a apporté plein de choses, mais que l'évaluation quantitative de démontrer à quoi ça sert d'avoir ce lien de proximité, d'avoir ce rôle d'interface avec des équipes soignantes et des personnes accueillies, accompagnées, c'était quand même c'était difficile à mener. Ce volet-là n'avait pas été mené, donc c'est compliqué d'aboutir à la preuve scientifique qui montre que ça, c'est efficace. Et puis pourtant, on sent bien qu'il y a une évidence quand même dans un contexte historique de l'asile en France, de forme de paternalisme médical, que la relation elle est asymétrique entre les personnes accompagnées et certains professionnels de santé. Et que tout ça évolue beaucoup aujourd'hui avec autour des questions de stigmatisation, du rapport à la psychiatrie, à la santé mentale. Même maintenant, par rapport à il y a 15 ans, je pense que le chemin parcouru est très important. Et l'autre point, c'est que les politiques publiques, elles sont en train de changer par rapport à ça, parce que entre le début de l'expérimentation du CCOMS, le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pères aidants en Nouvelle-Aquitaine, mais en France, les mentalités sont en train de changer, les pratiques professionnelles sont en train de changer, les textes sont en train de changer. En Nouvelle-Aquitaine, on est quand même aussi dans une région où il y a eu le rapport sur la santé mentale de Michel Laforcade en 2016, qui était ancien directeur général de l'ARS, qui, en lien avec Jean-Luc Roland, a promu ces questions de père aidance et a créé les projets territoriaux de santé mentale. Et cette idée que c'était pas qu'une affaire, les questions de santé mentale n'étaient pas qu'une affaire de l'hôpital, de soignants, mais c'était aussi, il fallait l'ouvrir à toutes les parties prenantes d'un territoire, aux acteurs sociaux, aux acteurs du logement, et puis surtout au personnel même. Et c'est ce qu'a décrit Emmanuel. Tout ça arrive dans un contexte de démocratie en santé, qui est aussi le produit de crise, hein, quand même, la démocratie en santé en France. C'est ce que décrivait Philippe avec des crises sanitaires, notamment autour du VIH dans les années 90, et finalement une reconnaissance des savoirs des personnes elles-mêmes. Et je ne sais pas si c'est devenu tout à fait mainstream aujourd'hui, si on est dans un courant dominant, mais on voit bien qu'il y a un processus progressif d'institutionnalisation, de reconnaissance du métier, de travail autour de ça, les groupes de travail de la HAS aussi sur ce sujet-là, mais avec quand même encore des questions qui sont au travail. Hein. Quand on avait fait le groupe de travail HAS sur troubles psy et grande précarité, la fiche père aidance, un des co-présidents du groupe s'était désolidarisé de la fiche père aidance. Et ça, c'était il y a 2 ou 3 ans. Et c'est là que la HAS a dit il faut qu'on remette à l'ouvrage cette question de la place de la père aidance dans le système de santé et de santé mentale. Donc,
Enfin, moi, je pourrais que dire quel chemin parcouru. Et puis, enfin, moi, je suis ravi d'une certaine manière de voir autour de la table des gens du Clubhouse, des chercheurs, des pères aidants en poste, hip-hop. Enfin, voilà, et que tout ça contribue à créer finalement une culture institutionnelle. Et ça, c'est très favorable, quoi. Merci beaucoup pour votre intervention. Bon, on a une petite question pour vous, justement. Quel levier managérial pour faire évoluer les pratiques professionnelles, notamment pour l'intégration des pairs aidants dans les équipes? Donc, je pense que vous pouvez un petit peu tous répondre là-dessus. Donc, quel levier managérial pour faire évoluer les pratiques professionnelles pour l'intégration des pairs aidants? Il y a un gros sujet, il y a un gros sujet de reconnaissance de ce métier et de valorisation du statut sur lequel on travaille. Moi, j'ai participé à un groupe de travail avec des médiateurs santé pairs pour faire un rapport pour le ministère de la Santé pour que ce métier existe au niveau administratif et qu'on puisse avoir des statuts égaux et des statuts clairs. Et ça, c'est pas encore gagné. Euh, on a parlé un petit peu ce matin avec Bérénice Tadel de la formation des équipes euh, avant de recruter un médiateur santé pair. C'est quelque chose aussi qui est décisif. Moi, je suis arrivée dans une équipe où le chef de service les a prévenus une semaine avant et leur a dit le médiateur santé pair sait faire tout ce que vous ne savez pas faire. Et donc moi, je sais, j'étais pas du tout au courant. Je suis arrivée comme une fleur. Bonjour, je m'appelle Juliette. Voilà. Donc, j'ai dû faire toute la pédagogie à l'équipe, qui m'ont demandé plusieurs fois quand est-ce que mon stage se terminait. Euh, donc ça, c'est un enjeu important. Aujourd'hui, moi, je travaille dans un organisme de formation dont on a parlé aussi ce matin qui s'appelle AlphaPsy. Et on travaille avec des formateurs professionnels et des formateurs pairs. Et on a monté une formation en partenariat avec le CCOMS pour l'intégration d'un médiateur santé pair dans les équipes, qui est une formation courte, mais qui peut être couplée avec des formations sur le rétablissement, la réhabilitation psychosociale et tout ce qui va avec les pratiques orientées rétablissement. Maintenant, on observe qu'il y a quand même de plus en plus d'équipes qui réfléchissent à ce sujet bien en amont, un an en avance, etc. Et en général, pour le deuxième formateur qui est recruté dans une équipe, il y a eu tout un travail qui s'est fait avec le premier médiateur santé pair qui a pu être en poste avant. Donc voilà, c'est ça sur les sujets sur lesquels on travaille actuellement. Et ça participe aussi aux objectifs de la communauté mixte de recherche dans laquelle je suis impliquée, où on a pour but de produire des données de recherche françaises sur l'impact de la pérédance. Parce que en fait, en France, si on a des preuves que ça fonctionne et que peut-être les personnes sont moins réhospitalisées ou que le niveau de rétablissement est meilleur, peut-être que voilà, ça nous ouvrira aussi des portes pour qu'on puisse continuer à travailler en pluridisciplinarité avec tous les autres métiers du champ sanitaire, médico-social, social. Mais voilà, pour l'instant, on est un métier jeune et donc on est en progression sur ces sujets. Donc, pour reprendre aussi sur l'implémentation, du coup, il y a un gros papier qui est sorti il y a quelques années qui reprenait justement un peu cette question un peu de facteurs d'implémentation. Euh, et donc, dans ce papier, il identifie un certain nombre de facteurs du coup, qui peuvent être exploités comme des leviers ou comme des facilitateurs. Et parmi ceux-là, on retrouve effectivement pas mal de choses que vient de dire Juliette. Donc, il y a notamment la question de la formation des équipes, de la définition du rôle du père aidant qu'on va donner. Il va y avoir la question beaucoup de la culture organisationnelle de la structure. Est-ce qu'on est attaché justement à des valeurs un peu traditionnelles ou est-ce qu'on est plus attaché à justement des mouvements un peu de rétablissement? Et ça nous amène justement un peu à la question toujours de l'efficacité.
qui va être, à mon sens, très dépendante de la question de comment est-ce qu'on définit le rétablissement. On entend parler beaucoup depuis tout à l'heure, en fait, mais c'est quoi le rétablissement? On l'a demandé à Benoît, comment est-ce que lui concevait le rétablissement, mais ça ne va pas être forcément la même définition partout. Et donc ça oriente les accompagnements et ça oriente aussi la recherche, en fait. Si on considère que le rétablissement, c'est une réduction de symptômes, et donc c'est ça qu'on va chercher dans la recherche, est-ce qu'on va chercher que la pérédance permet de réduire les symptômes, permet de réduire le nombre d'hospitalisations, etc. Si on considère par contre le rétablissement comme quelque chose de plus personnel, de plus subjectif, une vie épanouissante, malgré la maladie, grâce à la maladie, etc., pouvoir refaire force, on ne cherche pas les mêmes choses. Et donc, ce que dit la littérature à ce propos-là, c'est que sur l'efficacité au niveau de la réduction de symptômes, on n'en trouve pas, ou alors c'est pas clair. Ce n'est pas toujours le cas. On retrouve parfois de l'efficacité sur la réduction du nombre d'hospitalisations, pardon. Mais là, on va vraiment retrouver une grosse efficacité de la pérédance de façon significative. Ça va être effectivement ce dont on parle depuis tout à l'heure. Ça va être l'espoir. Mais l'espoir de quoi? L'espoir que le rétablissement est possible, au sens du coup plus personnel du terme. Ça va être le fait de peut-être se sentir plus connecté, avoir des relations de qualité dans la société. Ça va être aussi beaucoup l'empowerment qu'on va retrouver, pouvoir rebooster la capacité d'agir. Une vie qui a du sens, etc. Et donc, effectivement, on retrouve une bonne efficacité de la pérédance pour ce qui va être en lien avec un rétablissement plus personnel. Voilà. Merci Adrien, parce que tu as anticipé des questions qu'on allait te poser après et qui étaient posées par le public. Donc c'est très bien. Et Philippe, en tant que directeur de je suis un des très rares salariés du Clubhouse. Et donc, je vais répondre, enfin, je vais essayer à la question du levier managérial pour dire que c'est aidant, en tant que professionnel non concerné, d'être avec des membres qui sont tous pairs aidants. Pourquoi? Parce que d'abord, ça nous rappelle qu'on ne sera jamais à leur place. Et c'est important pour ne pas se risquer sur de fausses pistes. Ensuite, ça laisse la place à chacun pour ce qui est d'être maître, d'être acteur de son rétablissement, de son projet. Donc c'est un autre garde-fou. Et pour finir, ça nous protège. Parce qu'en fait, ça nous évite d'être trop impacté par le trouble ou par les troubles qui sont donc portés par nos membres, par nos proches. Et donc, au lieu d'en être envahi, on a, tout en étant proche, cette distance, ce recul qui fait qu'on est préservé. Voilà. Donc, moi, j'y vois beaucoup de leviers managériaux au sens que c'est bénéfique pour les autres salariés parce que ça nous renvoie à notre juste fonction sans aller trop loin et sans trop nous exposer. Ils m'ont coupé la chic, j'ai trop parlé. Merci de cette remarque parce que je crois qu'elle est extrêmement importante et moi, dans mon rôle aujourd'hui de modérateur, je ne veux pas intervenir en tant que professionnel de santé dans cette table ronde et de ce que je pense de ça, mais je rejoins mot pour mot ce que vient de dire Philippe là-dessus. Je suis désolé, il va falloir qu'on soit à nouveau extrêmement frustrant pour le public et puis pour les membres de cette table ronde parce qu'on a un tout petit peu de retard et qu'il y a une représentation de théâtre qui devait démarrer à 17h et qu'on ne veut pas mettre trop en retard la troupe de théâtre. Il y avait plein de questions encore, particulièrement peut-être pour le Clubhouse aussi, donc n'hésitez pas à aller voir les membres du Clubhouse pour y répondre. Il y avait une question autour de la différence entre Clubhouse et GEM. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les membres du Clubhouse qui répondront. Merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Je trouve que c'était extrêmement intéressant pour les applaudir. Et que c'est un sujet qui mérite d'être approfondi encore. Donc bravo et merci à tous.